Mesdames et messieurs, nous avons un dragon réincarné. Bienvenue sur Univers Fantasy pour un avis à chaud sur l'épisode 7 de La Roue du Temps qui vient de tomber il n'y a pas longtemps et qui est la chose la plus intense que j'ai vue ces derniers temps, surtout la première scène. Rappel, comme je le fais à tous les débuts d'épisodes de Avis à chaud, il n'y aura pas de spoiler du livre. Il y aura des spoilers de l'épisode. Je vais parler de l'épisode du début à la fin et je vais vous dire qui est le dragon réincarné puisque nous l'avons vu dans cet épisode, nous le savons désormais, nous avons un nom. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode 7 de La Roue du Temps et si vous voulez pas vous faire spoiler, vous pouvez pas regarder cette vidéo. Merci beaucoup d'être passé par là et on se revoit bientôt. On va attaquer tout de suite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il s'est passé tellement de choses dans cet épisode. Il y avait de tout. Il y avait du très très bon, il y avait un élément qui m'a agacé. Mais sinon, globalement, c'était du très 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 bon. Je vais essayer d'être à peu près chronologique sur ce qui se passe dans l'épisode, en commençant par cette intro, ô combien magique et splendide. C'est ma favorite de tout. Et on a eu des vraiment très 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 bonnes intros. Et ils font à chaque fois un espèce de flashback sur quelque chose qui s'est passé à tous les débuts des épisodes. Et celle-ci, non seulement elle est extrêmement significative pour un de nos personnages, Rand, au cas où vous vous posez la question, mais en plus, c'est la chose la plus badass que j'ai vue depuis très longtemps. Donc nous avons Shael ici. Je crois pas qu'elle est nommée dans l'épisode, donc je pense pas que ce soit un spoiler de dire que ça va être Shael, qui est très très enceinte et plus ou moins en train d'accoucher, plus ou moins activement, qui nous trucide 5 ou 6 soldats de façon absolument épique. Avant, elle se fait quand même un petit peu poignardée au début. Et c'est la fin du... On voit la fin de la scène à la fin de l'épisode quand Rand a la réalisation de qui il est. Et donc on voit, oui, la naissance de Rand et comment il s'est fait adopter par Tam Altor, qui n'est pas son père biologique, ce qui est aussi quelque chose qu'on apprend dans cet épisode, ce qui est aussi quelque chose que Rand a appris il y a un mois à peu près. Cette scène est super, elle est magnifiquement bien réalisée, l'actrice, la cascadeuse, excellente. Il n'y a pas une seule ligne de dialogue dans toutes les 5 ou 10 premières minutes de cette scène, mais elle est parfaite. Et elle nous donne aussi, en plus de nous donner énormément d'informations sur Rand, elle nous donne aussi des informations sur qui sont les Aiel, parce que pour l'instant dans la série, on en a vu un qui était mort, qui s'est fait enterrer par Tom, Marilyn, et par Matt. Et d'ailleurs, à ce moment-là, Tom nous avait donné 2-3 petites informations, ce qui était assez intéressant. Et donc voilà, les Aiel, on les verra sans doute dans les saisons qui vont venir, ils sont assez importants, c'est un peuple assez important pour l'histoire. Et c'est une excellente introduction. Disons que si tu veux expliquer c'est quoi les Aiel et que t'as pas le temps, tu montes cette scène, je pense que t'as une bonne idée de qui ils sont. Ah, cette intro, je l'ai revue genre 4 fois, elle est parfaite. Je suis tellement heureuse. Une fois l'intro finie, on reprend directement là où on a fini l'épisode précédent, c'est-à-dire dans les chemins. J'ai fait une vérification parce que j'avais l'impression de m'être trompée. Dans ma dernière vidéo, il y a les The Ways en anglais. Ça a été traduit de façon différente. Donc dans la première version, ça a été traduit les voix. Et dans la version actuelle, donc qui est publiée chez Brajlon, et dans les sous-titres de la série, c'est traduit en les chemins. Et donc les chemins, les voix, c'est la même chose, c'est The Ways en anglais. Donc moi je vais utiliser les chemins puisque c'est le terme qui est utilisé dans la série et dans les livres actuellement. Donc on retrouve tout notre groupe dans les chemins qui sont surtout les gens de Rivière sont assez mécontents que Matt ne soit pas venu. Ils sont assez furieux contre Moiraine qui refuse de rouvrir le portail. Donc c'est bien ce que je pensais, elle peut techniquement rouvrir le portail, mais Loial nous informe que c'est une très mauvaise idée d'utiliser le pouvoir dans les chemins parce que ça peut attirer quelque chose qu'il appelle Massinchin, qu'il traduit plus tard en étant comme un vent noir qui est extrêmement mauvais. J'ai bien aimé la façon dont ils ont représenté le Massinchin, c'est assez différent des livres, mais c'est assez intéressant le fait qu'ils utilisent leur peur et leurs insécurités, et on va y revenir. Mais donc le groupe décide que de toute façon ils vont pas rester là devant la porte à rien faire, du coup ils acceptent de suivre Moiraine et Lan qui les mènent vers une porte. Ils vont devoir changer en cours de route, j'imagine qu'ils comptaient arriver directement à l'œil du monde, et finalement l'œil du monde étant trop loin, et comme ils vont se faire attaquer par un Trolloc, ils décident, et par Massinchin, ils décident d'aller à Faldara. Mais c'était assez intéressant la façon dont ils ont représenté les chemins. J'ai bien aimé, c'est assez simpliste, tu sens qu'il y avait quand même... Ils ont pas un budget, ils ont pas le budget d'un Seigneur des Anneaux ou équivalent, mais
pour le peu qu'on en a vu, j'ai trouvé l'interprétation assez intéressante, assez flippante, c'est très sombre, ce qui est important pour que ce soit sombre et que ce soit oppressant un petit peu. J'aurais aimé presque passer plus de temps dans les chemins, j'aurais trouvé ça intéressant d'explorer ces lieux un petit peu plus longtemps. C'est l'un des petits reproches que j'ai sur cet épisode, j'en ai pas beaucoup, j'ai beaucoup aimé cet épisode. Énormément aimé cet épisode. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de choses à raconter et j'aurais adoré qu'on leur donne 1 ou 2 épisodes de plus pour pouvoir passer plus de temps notamment dans les chemins, pour pouvoir passer plus de temps à Fal Dara, pour pouvoir passer plus de temps sur plein de choses. Donc j'ai trouvé ça très cool, j'aurais juste voulu y rester plus longtemps. Les personnages en profitent pour discuter un petit peu, notamment Lan et Nynaeve qui font du flirt très bizarre. Ils sont pas très doués en flirt. Tous les bizarres. Je les adore ensemble. Je suis pas forcément à fond sur les romances dans mes lectures et tout ça, mais j'adore ces deux personnages ensemble. Ils sont excellents. Dans la série, ils sont juste tellement pas à l'aise et ils sont parfaits l'un pour l'autre. Tellement les deux sont pas doués. Et donc c'est assez mignon. Lan la rassure aussi sur le fait que Mat est plus en sécurité là où il est que là où ils sont actuellement, c'est-à-dire dans les chemins qui sont en effet un lieu très très dangereux. Ce qui était plus ou moins vrai jusqu'à ce que Moiraine envoie la jarre rouge après Mat, qui est une scène qu'on voit plus tard, mais on peut en parler maintenant. C'est un peu salaud de la part de Moiraine. Moiraine elle sait pas si Mat peut utiliser le pouvoir. Elle sait pas à ce stade-là, quand elle envoie la jarre rouge après lui, elle sait pas s'il est le dragon réincarné ou pas. Il a de l'obscurité en lui et il a l'air attiré par des choses qui sont pas... C'était un peu salaud comme coup. Je trouve ça. La jarre rouge, ils sont pas dans la subtilité et dans la délicatesse. Hein. Donc bref. Du coup, quand Lan dit à Nynaeve, t'inquiète, Mat, il est en sécurité, plus ou moins. On les voit donc, parcourir les voies, etc. Ils découvrent une plaque d'orientation qui donc logiquement, avant que les chemins, ils ont été corrompus. Comme l'explique Loial à un moment donné dans un des dialogues, les chemins étaient un endroit très plaisant avec de la verdure et ils ont été créés pour que les ogiers puissent voyager d'un sanctuaire à un autre de façon plus rapide. Ils ont été corrompus et c'est devenu un endroit extrêmement dangereux que quasiment personne n'utilise à présent et on comprend pourquoi. Et il y a entre plein de couloirs comme ça, il y a des espèces d'îles où il y a souvent des plaques d'orientation ce qui te permettent de te diriger vers un sens ou dans l'autre. Donc là, on comprend qu'il y a une porte à Fal Dara, qu'il y a une porte sans doute à l'œil du monde, qu'il y avait une porte donc à côté de Tar Valon, et donc ça le permet de se diriger. Il découvre donc une plaque d'orientation qui est complètement abîmée, donc Loial ne comprend pas trop parce qu'il dit les ogiers, ils auraient jamais fait ça. On a la réponse à une question que Moiraine a posée plusieurs fois, qui est comment, et que les Dothraki Aes Sedai ont posé aussi, et même que les Capes Blanches ont posé, qui est comment diable est-ce que les Trollocs sont arrivés à Deux-Rivières sans que personne s'en aperçoive? Parce que Deux-Rivières, par rapport à la flétrissure, c'est vachement... les Trollocs, ils sont du côté de Fal Dara, ils sont derrière, ils sont dans la flétrissure, le truc qu'on a vu à la fin. Et comment... Voilà, ils auraient dû être repérés depuis longtemps s'ils étaient passés par les chemins normaux, ils auraient dû avoir de l'opposition et donc tout le monde était surpris. Et donc on comprend dans cet épisode qu'ils ont utilisé exactement la même chose que fait Moiraine ici, c'est-à-dire ils ont utilisé les chemins qui n'étaient pas censés être possibles. Et accessoirement, il y a d'autres personnes qui semblent utiliser les chemins. Nous avons là notre ami Padan Fain qui refait une apparition toujours dans l'obscurité. Il a l'air de suivre donc le groupe. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était à Tar Valon. Et là, on le revoit dans l'obscurité. On ne sait pas comment il est rentré dans les chemins parce que, pour autant qu'on sait, il n'a pas accès au pouvoir. Il peut pas. Et là, on nous a montré. Ok. Dans les livres, on n'a pas besoin du pouvoir pour ouvrir les portes des chemins. Donc, c'est logique que des Trollocs ou Padan Fain ou n'importe qui, globalement, n'importe qui sait à peu près où c'est et quel est le truc pour ouvrir un portail, peut rentrer dans les chemins. C'est une très mauvaise idée de le faire quand t'es juste un mec random dans la rue, mais n'importe qui en soi peut le faire. Les portails sont cachés et personne ne sait qu'ils sont là. En général, c'est pas une information connue du grand public, mais si jamais tu trouves l'information, tu peux rentrer dans le truc. Dans la série, pour l'instant, ils nous ont montré que Moiraine a besoin d'utiliser le pouvoir pour ouvrir le portail et pour ouvrir de l'intérieur ou de l'extérieur globalement. Donc la question demeure, comment est-ce que Padan Fain est rentré dans le portail? On a un bout d'explication peut-être sur des photos qui ont été diffusées. C'est pas du leak, ok? C'est sur le site d'Amazon Prime. Quand vous êtes en train de regarder votre épisode, vous allez dans le contenu bonus, il y a des photos, les photos officielles de l'épisode. Et dans ces photos officielles de l'épisode, ils ont mis une photo d'un moment qui n'est pas dans la série, d'un passage qui a clairement été coupé, qui est ça avec ce gros plan là. Pour les lecteurs, vous savez que pour la façon d'ouvrir les portails, c'est avec une feuille que tu manipules dans le portail.
Donc clairement, il doit y avoir une façon dans la série aussi d'ouvrir les portails quand tu ne peux pas manipuler le pouvoir, en utilisant quelque chose qui se rapproche fortement de ce qu'on a dans le livre, mais on n'a pas plus d'informations parce qu'ils ont coupé cette scène. Donc, on va revenir rapidement sur les chemins, sur ce qui se passe à la fin, parce que c'est assez important, juste avant qu'ils sortent à Fal Dara. Donc ils sont attaqués par un Trolloc, et Egwene, plus ou moins, avec l'aide de Rand, repousse le Trolloc qui les attaque sans vouloir utiliser le pouvoir. Ils utilisent tous les deux, voire possiblement que Rand d'ailleurs. Mais on pense à ce moment-là que c'est Egwene qui utilise le pouvoir pour repousser le Trolloc, ce qui attire immédiatement Ma Sin-Shin, comme l'avait prédit Loyal. Il avait dit qu'il fallait pas utiliser le pouvoir, sinon Ma Sin-Shin viendrait immédiatement. Et Ma Sin-Shin, comme je le disais, utilise les peurs et les insécurités des gens. Il leur parle, chacun dans leur tête, pour leur dire des horreurs et pour essayer de les affaiblir. Et ça affecte tout le monde. Ils sont tous par terre. Moiraine essaye désespérément d'ouvrir le portail pour Fal Dara. Même Lan est par terre. La seule qui est juste vénère et qui dit bah non, arrête de me raconter n'importe quoi, c'est Nynaeve. Évidemment, quand on lui dit non, tu pourras pas protéger tes potes, elle dit zut, si, évidemment que je peux protéger mes potes. Elle s'avance vers Ma Sin-Shin et elle explose à nouveau. Il n'y a pas beaucoup d'autres façons de décrire la manière dont Nynaeve utilise le pouvoir pour l'instant. Elle explose à chaque fois, elle l'a fait que 2 fois. Je sais pas si c'est très clair pour l'instant dans la série, mais elle contrôle pas vraiment, dans les livres en tout cas, elle contrôle pas vraiment, c'est-à-dire que quand elle a une émotion forte qui provoque en elle de la colère, elle est capable de canaliser, et donc là c'est ce qui arrive, elle arrive à repousser Ma Sin-Shin. On voit quand même qu'elle a du mal, on se rappelle que Nynaeve, la chère de Myrlin, lui a dit que c'était l'une des canaliseuses les plus puissantes qu'elle ait jamais rencontrées. Toutes les Aes Sedai étaient très impressionnées, et même là elle galère, elle a l'air d'avoir beaucoup de mal à repousser Ma Sin-Shin, ce qui donne une idée de la puissance du machin. Ils arrivent à s'en sortir, et ils sortent tous des chemins. C'était un groupe de déprimés, c'est un groupe abattu. Déjà, ils n'étaient pas en grande forme à l'intérieur des chemins parce qu'ils étaient tous en train de remâcher tout ce qui s'était passé avec Mat et tout ça. Là, on a une troupe extrêmement misérable, et qui ont tous en tête les horreurs qu'a raconté Ma Sin-Shin. Ce qui est intéressant parce que ça nous permet aussi d'avoir un petit peu, de savoir c'est quoi les insécurités de chacun. Notamment, c'est-à-dire qu'il y en a certains, on savait le fait que Nynaeve ce soit tu pourras pas protéger les gens que t'aimes. Évidemment que c'est ça son insécurité numéro 1. Parce que Lan, il se fasse dire tu pourras pas la protéger, sachant qu'il ne précise pas c'est qui là. Donc il y a des grandes chances que ce soit Moiraine, parce qu'on a vu dans l'épisode précédent qu'il était très inquiet à l'idée que Moiraine puisse mourir. Ça pourrait être quelqu'un. Disons qu'il commence à avoir des émotions particulièrement fortes pour une autre personne de ce groupe. Non, ce qui était intéressant en particulier, je trouve, c'est Moiraine. Parce que Moiraine, elle est pas exactement comme dans le livre, ce qui est du coup une excellente adaptation et une grande réussite. Moiraine, des fois, on l'apprécie et des fois, on la déteste. Parce qu'elle fait des choix, elle a un objectif qui est combattre le ténébreux à tout prix, et elle est prête à tout pour ça. Elle fait pas confiance à grand monde, parce qu'elle a raison, il y a des suppôts des ténèbres partout, il y a des Trollocs, il y a des gens à qui tu peux pas faire confiance, il y a des gens qui sont prêts à tout, qui seraient prêts à vendre ses secrets pour de l'argent. Enfin, elle a en grande partie raison de pas faire confiance à des gens, mais c'est vrai que des fois, elle fait des choses particulièrement questionnables. Encore une fois, je vais envoyer l'Aja rouge après Mat, c'est questionnable. Mais là, quand Ma Sin-Shin s'en prend à elle, il lui dit tu vas tuer ce groupe-là. Et donc on comprend, en gros, c'est sa plus grande peur. C'est-à-dire qu'elle est prête à le faire, mais c'est pas quelque chose. C'est parce qu'elle leur dit après. Et c'est clair pour nous depuis quelques épisodes qu'elle est prête à les tuer tous pour trouver le dragon réincarné et pour pouvoir aller combattre le ténébreux. Mais je trouve que c'était plutôt intelligent d'utiliser Ma Sin-Shin pour nous montrer à quel point ça lui fait mal et que c'est sa pire peur et sa grosse angoisse est liée au fait que, elle risque de tuer pas mal de gens, y compris ces gens-là qui ont rien demandé, qui étaient dans leur petit village, dans leur coin, et elle les a entraînés, alors avec bonne raison, mais elle les a entraînés dans sa quête contre le ténébreux, et c'est pas la chose la plus cool de tous les temps. Et c'est bien de temps en temps d'avoir des petits morceaux qui nous rappellent que Moiraine c'est une humaine aussi et qu'elle a des sentiments et des émotions. Parce que le reste du temps, comme elle est très fermée, elle n'est pas du genre à partager, enfin, on l'a vu partager quelques petites émotions avec Lan et avec Tuan l'épisode précédent, mais pas beaucoup plus, donc c'était bien, je trouve, de voir ça. Accessoirement, on le verra que plus tard, mais Ma Sin-Shin dit aussi pas mal de choses à Rand, notamment la phrase qui tue, tuer le dragon réincarné. C'est vraiment la pire phrase que tu puisses entendre. On arrive à Fal Dara ensuite. D'ailleurs, Fal Dara, j'ai pas de photo là, mais je la mettrai peut-être au montage. La ville, j'adore le design de la ville, très très réussi. Avec, on voit au loin
le portail qui va donner sur la flétrissure. Ouais, c'est super. Globalement, j'aime à peu près tous les designs de villes qu'on a vus. C'est assez différent entre ce qu'on a vu à Deux-Rivières, ce qu'on a vu à Tarvalon et ce qu'on voit ici à Fal Dara. On a vu des styles très très différents et c'est vachement intéressant, je trouve. Et on nous remet un coup de politique sur le tapis avec la présentation du seigneur Agelmar qui est ici et de sa sœur. On voit qu'ils ont énormément de respect pour Lan, qu'ils ont un peu moins pour Moiraine, même s'ils semblent pas détester les Aes Sedai de la façon dont peuvent le faire les Capes Blanches, mais clairement au début il était un peu genre qu'est-ce que tu fais là, j'ai pas besoin de toi ma vieille, jusqu'à ce que Moiraine lui réexplique que je suis pas là pour te conseiller, je suis pas venue t'indiquer quoi que ce soit, je suis juste là pour te dire que les Trollocs ils utilisent des chemins. Elle lui dit pas évidemment qu'elle est là avec un possible dragon réincarné pour aller à l'œil du monde, c'est une information qu'elle ne fait pas. C'est assez intéressant, on voit quelques dimensions en plus sur le monde, sur l'univers dans lequel on est. On nous explique aussi que Fal Dara protège en gros le reste du continent, le reste du monde en fait, contre la flétrissure qui avance et contre les Trollocs qui vivent dans la flétrissure. En très peu de dialogue, je trouve qu'ils arrivent à établir pas mal de world building, donc c'est plutôt réussi. On découvre aussi la sœur et on nous explique dans une conversation qu'elle a avec Moiraine qu'elle a été formée à Tarvalon, donc elle est capable de canaliser le pouvoir, mais et c'est quelque chose qu'on n'avait pas vraiment vu jusque-là, tu deviens pas forcément Aes Sedai directement si t'es capable de canaliser le pouvoir. Il faut que tu sois capable de le canaliser à un certain niveau. Donc elle a été formée au moins en termes au niveau de novice et sans doute au niveau d'après, mais ils ont estimé, donc ce qui lui permet de pas se cramer, parce que si tu sais pas maîtriser le pouvoir à peu près, t'as des chances de t'apaiser toi-même en fait, c'est-à-dire de trop utiliser le pouvoir d'un coup et de te couper de la source complètement par toi-même. On avait vu Liandrin dans l'épisode où elle s'attaquait à Logain à un moment donné, son visage s'était mis à briller et tout ça, et il y avait Moiraine qui lui avait dit arrête, tu vas te brûler. Et en gros c'est pour ça que tout le monde, en théorie, toutes les femmes qui sont capables de canaliser sont censées aller à Tarvalon pour se former, pour éviter ça, et seulement celles qui ont des capacités assez élevées peuvent devenir des Aes Sedai. Donc elle, clairement, elle avait pas ces capacités-là, donc elle sait canaliser, elle sait faire des petits trucs, on la voit allumer les flammes dans le couloir, mais pas plus que ça. Et c'est à elle que Moiraine envoie un message aux Sœurs Rouges pour leur dire d'aller trouver Mat, qui encore une fois est un coup bas, particulièrement. Quelle idée bizarre. Accessoirement, j'ai du mal à croire que Moiraine fasse confiance à une Sœur Rouge, quelle qu'elle soit, mais bon, là au moins elle a pas dit appelle Liandrin pour lui dire de s'en prendre à Mat. Du coup, je suis curieuse de voir ce qu'ils vont faire avec Mat, vu cette nouvelle avenue qui a été amorcée. Et c'est là aussi qu'on nous parle pour la première fois de Mine, qui est cette madame. Ah, j'adore Mine. Je suis très très contente, c'est un personnage que les gens qui ont lu les livres attendaient avec impatience. C'est un personnage qu'on rencontre dans le premier livre et qu'ensuite qu'on voit pas pendant quelques temps. Et j'ai l'impression qu'ils vont sans doute l'explorer un petit peu plus. On nous explique en gros qu'elle est capable d'avoir des visions de la trame, c'est-à-dire qu'elle voit certaines choses qui pourraient arriver, mais quand on voit un petit peu ses visions, on voit notamment, elle voit les yeux jaunes de Perrine, elle le voit avec du sang, elle voit Rand avec un bébé, elle voit, je crois qu'elle dit une flamme blanche et une bague dorée ou un anneau doré pour les filles, sans préciser d'ailleurs laquelle des deux femmes qui sont là. Et donc on comprend qu'elle voit des visions, c'est pas super précis, c'est pas toi t'es ça, mais elle peut voir en effet des choses. Elle voit aussi quelque chose par rapport à Moiraine, ce qui est très intéressant, que ça concerne la chair des Myrlines. Mais c'est vrai que ça a pas... C'est intéressant parce que ça promet des choses pour le futur, pour les prochaines saisons. Pour l'instant, ça n'a pas une influence immédiate. Ce que j'ai trouvé intriguant, c'est que je crois qu'elle ment à Moiraine. Parce que plus tard, quand Rand vient la voir, elle a pas l'air particulièrement surprise et elle sait que Rand est le dragon réincarné. Donc je pense que quand Moiraine lui demande est-ce qu'il y a une des visions qui est particulièrement plus claire que les autres, parce que plus elle est claire, plus la personne est importante pour la trame et pour la roue du temps en général. Et elle dit non. Elle dit non, ils sont l'air tous importants. À mon avis, elle raconte n'importe quoi. En tout cas, elle dit pas certaines informations. Et donc, je trouve ça intéressant. On voit aussi que elle a une relation un peu conflictuelle avec les Aes Sedai, puisque elle apprécie pas trop que Moiraine vienne la voir et lui dise tiens, regarde mes potes et dis-moi ce que tu vois quand tu les regardes. Mais Moiraine la menace un petit peu en lui disant ouais, mais quand elle lui dit c'est pas cool quoi, elle lui dit fais attention, on pourrait dire à tout le monde ce que tu es capable de faire, ce que tu es capable de voir, et tu pourrais plus être peinarde en gros. Ce qui est encore une fois pas cool de la part de Moiraine. Une phrase tu l'aimes, une phrase tu la détestes. On a aussi, à ce moment-là, ils sont donc dans une espèce de bar
à Faldara, et on a une scène que j'ai trouvée excellente, où on a nos 4 de rivière qui sont en train de discuter et de rigoler ensemble. Clairement, ils se racontent leurs aventures qu'ils ont vécues pendant le mois où ils étaient séparés. Notamment, Perrine raconte ce qu'est le paradigme de la feuille à Rand, et Rand a l'air absolument choqué à l'idée de ne pas manger de viande ou de poisson pendant le reste de sa vie. J'ai mis cette photo en illustration parce que je pense, très sincèrement, que c'est l'une des dernières fois où on va voir notre cher Rand sourire, heureux et sans souci dans sa tête. Pauvre Rand. Il faut comprendre quand même quelque chose. Être le dragon réincarné, c'est globalement la pire nouvelle qui puisse t'arriver. Sincèrement, hein. Globalement, ce qu'il est en train de réaliser au fur et à mesure de cet épisode. Ce qu'on comprend à la fin, c'est que il s'en doute probablement depuis un moment, mais que Ma Xin-Shin et le fait qu'il ait utilisé le pouvoir pour protéger Egwene, à ce moment-là, elle lui a sans doute confirmé ses craintes, et ensuite il va en plus confirmer avec Min. C'est la pire nouvelle que n'importe quelle personne dans cet univers puisse apprendre. Globalement, il vient d'apprendre qu'il va mourir jeune et fou. Parce que là, il peut canaliser, donc il va devenir fou. Il n'y a pas d'option autre. Il va se faire pourchasser par la Terre entière, entre ceux qui veulent le tuer, notamment les gens qui travaillent pour le Ténébreux, ou les Lajas Rouges, ou les Capes Blanches, ou ceux qui veulent le persuader de le rejoindre leur camp. En partie le Ténébreux aussi, on a vu l'aubergiste qui disait qu'elle voulait le ramener, qu'elle voulait que le dragon réincarné le rejoigne et tout ça. Les gens comme Moiraine qui pensent savoir qu'est-ce que devrait faire le dragon réincarné. Accessoirement, il est censé avoir un pouvoir monumental qui devrait lui permettre soit de sauver le monde, soit de le casser, de le disloquer, c'est le terme officiel. Et dans tous les cas, il va devenir fou et probablement se suicider ou se faire tuer. Globalement, il vient d'apprendre qu'il va mourir jeune et fou. C'est la pire nouvelle que je puisse apprendre et qu'il va avoir des responsabilités monumentales, celle de peut-être sauver le monde ou d'essayer de ne pas le détruire. Donc, notre jeune, innocent, souriant Rand, c'est pas sûr qu'on le revoit très souvent. Du coup, profitez de ce beau sourire. Je suis désolée pour toi, tu vas avoir une mauvaise vie. C'est pas vraiment du spoiler, hein, c'est juste basé sur le fait de ce qu'on sait jusque-là des hommes qui peuvent canaliser et du dragon réincarné. Hein. Je prédis qu'il va avoir une vie peu plaisante. Mais il n'a pas encore tout calculé. Je pense que pendant tout l'épisode, il est en train de comprendre en fait. Et comme je disais, je pense qu'il savait sans doute en partie. En partie parce que le flashback qu'on a vu avec son père, je suis tellement à l'avance sur ce que je voulais dire, c'est terrifiant. On est bien avant qu'il la découverte, bref, peu importe. Le flashback qu'il a eu avec son père, ça s'est passé donc la nuit de Beltane, donc la nuit de l'épisode 1. D'ailleurs, il y avait plein de gens qui étaient persuadés qu'on verrait pas cette scène. Cette scène, elle est dans le livre, sauf que le livre se passe chronologiquement, donc c'est pas un flashback, on le voit au tout début du livre. Et les gens disaient, ah, comment ça, on va pas voir Tamaltor qui dit à Rand, qui délire, parce qu'il a de la fièvre, il s'est fait attaquer, il est blessé et tout ça, et il délire, il pense qu'il parle à sa femme, et en gros, Rand comprend dans les délires de Tam que Tam et Kari, je crois, ne sont pas ses parents biologiques. Et que, globalement, il a trouvé un bébé, que Tamaltor a trouvé un bébé, quelque part, pas loin de Dragonmount, wink wink wink, la fameuse montagne que Rand a regardée, elle fait tiens, je connais cette montagne, je l'ai déjà vue auparavant. Et donc, en gros, depuis l'épisode 1, Rand, il fait tout son chemin en se disant ok, je suis adopté, ma père n'est pas mon père biologique, et il a l'âge que Moiraine recherche, et il correspond à tous les critères. On l'a vu utiliser le pouvoir dès qu'ils étaient donc dans l'auberge où il s'est fait attaquer. Il devait voir les signes apparaître au fur et à mesure, ça devait être assez angoissant. En plus des rêves, j'imagine, on en a vu qu'un où il une chauve-souris, mais j'imagine que on pense que c'est à peu près ce qui se passe dans les livres, il a continué à en avoir. Non, d'ailleurs, on a vu en avoir 2 rêves, puisqu'il a fait aussi le rêve où il voyait Matt avec les mains ensanglantées et Perrine qui tape sur un cadavre. Donc, ouais. À mon avis, ça fait un petit moment qu'il y pense. Je pense qu'il espérait fortement que ce soit n'importe qui sauf lui. Rand, c'est le mec qui, dans le premier épisode, parle avec Egwene et globalement, il nous dit c'est quoi sa vie idéale. Et sa vie idéale, c'est globalement la même vie que celle qu'il vit à ce moment-là. C'est-à-dire, il veut vivre à Deux-Rivières, il veut élever des moutons, se marier, avoir des enfants et avoir une vie paisible et tranquille. C'est son rêve, c'est ce qu'il veut. Rester dans son coin et avoir une vie normale et tranquille. En dehors de tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait qu'il va être jeune, qu'il va mourir jeune et qu'il va devenir fou, il a perdu cette vie-là. Cette vie-là, il l'aura jamais. Ouais, cet épisode, il est assez triste pour Rand en fait. Tous les lecteurs, on savait depuis l'épisode 1 et puis surtout on le sait dans le livre, c'est le premier livre, il est en grande partie du point de vue de Rand. Donc on le sait très très vite parce qu'il a les rêves, il a les machins, il a les trucs. Donc on comprend très vite que c'est lui, le dragon réincarné. Il n'y a pas vraiment de mystère dans les livres. Mais je trouve que la réussite, c'est que là, ouais, ils nous ont quand même bien
établit le fait que Rand, c'est juste un mec normal qui voulait vivre dans la Deux-Rivières, sa petite vie tranquille. Alors que les autres, ils ont des ambitions. Alors, il y en a plein d'autres et Gwen, elle a plein d'ambitions. Matt, il voulait sans doute vivre une autre vie que sa vie moisie. Perrine, je sais pas ce qu'il voulait exactement, mais voilà, Nynaeve, elle veut être la sage dame de Deux-Rivières aussi, mais ouais, Rand, il voulait être tranquille dans son coin. J'ai fait un énorme détour sur ce que je voulais raconter. On revient sur cette scène, j'ai des problèmes sur cette scène, et c'est le seul problème que j'ai avec tout l'épisode, parce que sinon cet épisode est extraordinaire. Avant les trucs qui me posent problème, Moiraine vient les voir et leur dit enfin que globalement, les personnes qui ne sont pas le dragon réincarné, qui vont aller avec eux à l'œil du monde, vont mourir. Parce que tu te mets en face de deux, enfin t'as le ténébreux d'un côté, t'as l'un des plus grands canaliseurs de tous les temps, de l'autre, tout le monde va mourir, globalement. Ce qui est intéressant, c'est que elle le dit pas, mais moi je l'ai compris sur le fait que elle et Lan aussi vont mourir. Ils s'embarquent tous, c'est-à-dire les 4 de Deux-Rivières, mais Moiraine et Lan aussi, dans une mission suicide. En gros, Moiraine leur laisse plus ou moins le choix. Leur dit en gros, enfin en tout cas, leur donne un semblant de choix. Je crois que c'est comme ça que Lan le présente un peu plus tard dans une conversation qu'il a avec Moiraine. Et en gros, leur dit bah voilà, vous pouvez venir avec nous, essayer de sauver le monde, ou rester ici, ou rentrer chez vous, je sais pas, mais voilà, mais le monde pourrait mourir. Et elle leur dit que dans tous les cas, la trame va vous rattraper. Si l'un de vous est le dragon réincarné, et d'ailleurs ils sont Targaryen, donc dans tous les cas ils vont se faire rattraper. Targaryen, ça a été un mot qui a été utilisé dans le premier épisode et qui a pas été réutilisé depuis. Du coup, je sais pas à quel point on peut expliquer ce que c'est. C'est une notion qui est très importante dans les livres, et je suis sûre qu'ils vont l'expliquer plus tard. Mais en gros, ça veut dire qu'ils sont importants pour... je suis sûre qu'ils l'expliqueront dans la série, je sais pas comment le présenter moi-même. Mais en gros, ils sont importants. C'est une des choses qu'elle dit, Mine, plus ou moins. Elle dit pas, elle utilise pas le mot Targaryen, mais elle dit ma vision sur ces 4 personnes, elle est très claire. Et elle dit, plus les gens sont importants pour la trame, plus la vision est claire. Donc, en gros, ils sont importants pour la trame, ils sont importants pour le déroulement d'événements importants dans l'univers. Moiraine et Lan s'en vont, et ensuite les 4 discutent. On a une discussion assez intéressante entre Egwene et Nynaeve. Et Egwene est pour aller à l'œil du monde, et elle est d'accord globalement avec tout ce que raconte Moiraine. Nynaeve lui dit bah, arrête de lui faire confiance, tu la connais pas, elle te ment pas, mais elle manipule sans doute la vérité. Pourquoi tu lui fais confiance et tout ça. Et Egwene dit c'est pas que je lui fais confiance, c'est que je pense que c'est la bonne chose à faire. Je trouvais que c'était un bon trait de personnalité d'Egwene. Accessoirement, elle dit aussi t'aimes pas les Aes Sedai, mais si les Aes Sedai, et notamment Moiraine, n'étaient pas impliqués dans cette histoire, t'accepterais immédiatement, elle dit ça à Nynaeve, t'accepterais immédiatement de le faire, parce que c'est dans la nature de Nynaeve de vouloir aider les gens, quitte à se mettre en danger elle-même. Et c'est vrai qu'une grande partie de sa résistance vient du fait qu'elle peut pas blairer Moiraine, et les Aes Sedai en général, mais globalement, elle peut pas blairer Moiraine. Du coup, c'est vrai que tu te dis, si toutes ces informations sur le dragon réincarné, sur l'œil du monde, sur le ténébreux et tout ça, lui étaient venues d'une autre source, possiblement que Nynaeve ferait un petit peu moins de résistance. Et je trouve ça bien que de temps en temps, on remette Nynaeve en face de ses contradictions, et ça, c'en était une assez grosse. Et ensuite, Rand et Perrine sont pas franchement pour aller à l'œil du monde. Rand en partie parce Rand, les deux, pour la même raison d'ailleurs, ils ont pas confiance en Moiraine, ils ont pas envie de mourir. Et Rand dit qu'il a pas non plus envie de perdre d'autres gens, il a pas envie que Egwene meure, notamment. Il s'embrouille un peu, et Perrine prend la défense d'Egwene, et Nynaeve se fâche et les interrompt en disant arrêtez de vous battre pour elle comme si c'était un objet que vous pouvez posséder, en gros, comme si l'un de vous pouvait la posséder. Ce qui fait comprendre à Rand que Perrine est un peu amoureux de Egwene. J'aime pas les triangles amoureux, celui-là il me semble inutile, et j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi on avait besoin de rajouter un conflit en plus. C'est-à-dire le conflit de est-ce qu'on va faire une mission suicide à l'œil du monde ou pas me semblait suffisant pour qu'on n'ait pas besoin de rajouter en plus le Perrine, il a un crush sur Egwene et il est fâché contre Rand parce que Rand est en couple avec Egwene. Je trouve qu'en plus ça enlève un peu du poids du sacrifice de Layla qu'on avait au début. Layla, donc la femme de Perrine, elle a été créée pour la série, elle n'existe pas dans les livres. Créer un personnage, notamment une femme, pour la tuer juste pour donner une motivation à un personnage, notamment masculin, c'est un trope qu'on a beaucoup vu et qui est pas foufou, mais je l'ai accepté dans ce contexte-là où je trouvais qu'il était justifiable pour le personnage de Perrine. Perrine, son plus gros conflit dans les livres et de ce qu'on a vu pour l'instant dans la série, donc je pense que c'est assez similaire, c'est son rapport à la violence. Le parallèle qu'ils font dans le livre, c'est
il est toujours entre la hache et le marteau. Le marteau pour construire, parce que c'est un forgeron, pour construire des objets et tout ça, et la hache pour se défendre ou pour attaquer. Et pendant tous les livres, il est toujours entre les deux, et c'est vraiment le cœur de ses problématiques. Et donc je trouvais ça intéressant qu'ils aient rajouté le fait que cette problématique, elle venait de quelque part. Dans le livre, il a fait des actions un peu violentes et tout ça, mais c'était pas aussi choquant que de tuer sa propre femme. Et encore une fois, je trouve que t'aurais pu utiliser cette problématique pour justifier pourquoi là, il veut pas aller non plus à l'œil du monde. Je vois pas l'intérêt de ce triangle amoureux. C'est pas grave, hein, ça c'est pas suffisant pour que j'arrête de regarder la série, je suis pas fâchée et tout ça, mais je le trouve pas très intéressant, je trouve Ouais. Il y avait tellement de choses que j'avais envie de voir dans cet épisode. Je disais tout à l'heure, j'aurais voulu passer plus de temps dans les chemins, mais en vrai, j'aurais voulu passer plus de temps dans toutes les scènes, globalement, sauf celle-ci. Honnêtement, c'est un détail parce que je pense que c'est pas dans le livre, donc je peux pas spoiler, hein, c'est des spéculations. Je pense que ça ira pas très loin. Je pense que dans saison 2, l'espèce de triangle amoureux entre les trois va pas durer très longtemps. Ça va être résolu très vite, à mon avis. Et et du coup, je trouve ça pas fort utile. Honnêtement, je vois pas ce que ça apporte à l'histoire. C'est un détail, c'est vraiment pas important. Honnêtement, c'est pas important, je pinaille là-dessus. Mais oui, du coup, les deux s'embrouillent un petit peu et chacun part de son côté. Rand va tirer des flèches sur le stand de tir. Et il a un moment assez joli avec Egwene. Ils sont un couple plutôt mignon et ils sont toujours en train de s'embrouiller, se retrouver. Et c'est toujours le même. Je trouve ça intéressant parce que c'est le même conflit que dans l'épisode 1 en fait. Dans l'épisode 1, c'est parce qu'elle voulait devenir la sage-dame et que les sages-dames se marient pas à Deux-Rivières. Et ici, c'est parce que elle veut devenir Aes Sedai maintenant et que les Aes Sedai se marient pas, je crois. Peut-être qu'ils peuvent se marier, les Aes Sedai, je me souviens plus. Je sais pas, bref, peu importe, ils ont pas une vie classique, la vie classique dont je parlais, que Rand rêvait à Deux-Rivières et tout ça. Mais Rand aime Egwene vraiment beaucoup et il lui dit je vais devenir ton champion, je laisserai personne d'autre être ton champion, être quelqu'un qui va être lié à toi. Évidemment que Rand propose ça à Egwene. Et je trouve, alors, accessoirement, c'est assez intéressant puisque là donc Moiraine leur a dit on part demain matin à l'aube pour l'œil du monde et c'est une mission suicide. Ils ont tous plus ou moins accepté, ou ils vont tous plus ou moins, je pense que tous, même Perrine, savent qu'ils vont y aller, savent que c'est la bonne chose à faire et globalement c'est tous des bonnes personnes au fond d'eux. C'est ce groupe-là qu'on a là. Ils sont pas suicidaires, ils vont pas forcément se jeter devant un Trolloc pour protéger quelqu'un random dans la rue, mais au fond d'eux, c'est tous des bonnes personnes et évidemment ils veulent tous y aller. Et je pense qu'ils vont tous, dès le début, ils avaient tous décidé d'y aller. Mission suicidaire, tout le monde pense qu'on va mourir demain. Du coup, on passe du temps avec les personnes qu'on apprécie. Et donc Egwene et Rand passent un moment ensemble, assez touchant, assez mignon. Ils sont tout adorables les deux. Et de l'autre côté, on a aussi Nynaeve et Lan qui passent un moment ensemble. Encore une fois, les deux ne sont pas doués pour flirter. Ok, ça fait quelques épisodes qu'on sait qu'ils s'apprécient fortement, que les deux ont plus ou moins reconnu qu'ils s'apprécient fortement. Lan en a parlé à Stépine. D'ailleurs, Moiraine l'a mentionné en disant je l'aime bien la sage-dame, ce qui est rigolo parce que Nynaeve peut pas blairer Moiraine et que Moiraine n'est pas particulièrement sympathique avec Nynaeve, mais je pense qu'encore une fois, c'est la différence entre Moiraine se concentrer sur ma mission et c'est la seule chose qui compte et la Moiraine, les rares fois où on voit Moiraine hors mission, qui est évidemment qu'elle apprécie Nynaeve au fond d'elle. Elle le dira jamais, mais au fond d'elle, évidemment qu'elle apprécie Nynaeve. Bref, du coup, je l'ai interprété comme ça. J'espère que c'est pas juste je suis Lan et je l'espionne parce que c'est un peu weird. Mon interprétation, ça a été je viens d'avoir une grosse embrouille avec mes potes de Deux-Rivières. J'ai un peu causé le problème et je me sens pas bien et je veux trouver Lan et aller discuter avec lui. Elle le voit dans la rue et elle le suit parce qu'elle voit qu'il va chez les gens. Donc c'est son truc de suivre Lan. Lan va l'inviter à les rejoindre. Et on apprend tout un tas de choses sur la vie de Lan, qui est génial, j'adore. De toute façon, toutes les scènes avec Lan et Nynaeve sont pure perfection. Même quand elles sont bizarres et que les deux, ils sont pas à l'aise, et pure perfection. J'adore ces personnages, c'est mes personnages. Nynaeve, ça a toujours été mon personnage favori, mais Lan, il est très très haut dans mon top des personnages favoris. Et donc on apprend plein de choses sur Lan. On apprend donc qu'il est prince, roi techniquement, d'un royaume qui n'existe plus, qui a été détruit dans la flétrissure. On apprend aussi qu'il a été sauvé donc par la famille qu'on rencontre là et qu'il a été amené à Fal Dara quand il était jeune. Ce qui est en partie pour ça qu'il s'habille en partie comme les gens de Fal Dara. Pas entièrement, mais en partie. Et donc les gens qu'il rencontre, c'est les gens qui l'ont élevé, avec qui il a grandi. Et donc c'est assez mignon. D'ailleurs, Moiraine lui avait dit c'est peut-être que tu veux faire tes
tes au revoir avant de partir. Donc on sent qu'elle aussi, elle sait que Lan a un attachement particulier avec les gens qui habitent ici. Ils ont un petit moment ensemble avec la famille, c'est très mignon, c'est très adorable. Et ensuite ils retournent dans la chambre de Lan et ils ont un moment entre eux. Ils pensent qu'ils vont mourir demain. Du coup, tout le monde s'apprécie ce soir-là. Et pareil, on continue à apprendre plein de choses sur Lan, puisque Nynaeve lui pose quelques questions. Et on voit Nynaeve qui comprend, parce que depuis le début de la série, elle est très en opposition avec le lien qui lie les Aes Sedai et les champions, et elle comprend pas pourquoi Lan se lierait à quelqu'un comme Moiraine. Et là, elle dit qu'elle commence à comprendre, parce que Lan lui explique que... Et ça, c'est des choses qu'on voit qu'on peut lire dans le préquel, Un nouveau printemps. Et en gros, il lui explique que quand il a rencontré Moiraine, il avait rien. Il avait aucune mission, il avait rien pour lequel se battre. Et Moiraine lui a donné une mission, et lui a donné quelqu'un à protéger, lui a donné quelque chose, un objectif, ce qui lui manquait fortement. Et bref, j'ai trouvé toutes ces scènes absolument splendides et géniales. On retourne chez Rand et Egwene, et Rand se réveille et retourne tirer des flèches. Et on sent, c'est ce que je disais, on sent pendant tout l'épisode qu'il est en train de mettre les éléments en place. Et je pense aussi qu'il le sait il le sait en partie, et que c'est aussi le processus, tout ce temps-là qu'il lui faut pour accepter. Il va aller voir Min, parce qu'il a compris parce que Moiraine l'a dit que Min pouvait voir des choses. Et globalement, Min lui dit, ouais, t'es le gars, t'es le dragon. Elle lui dit pas comme ça, elle utilise pas le mot dragon réincarné, mais oui. En gros, et elle lui dit d'ailleurs que la toute première vision qu'elle a eue, c'était à Tar Valon, quand elle a croisé Tam, quand elle était toute petite. Elle a croisé Tam avec bébé Rand, et elle a eu une première vision à ce moment-là, sur un bébé impossible. Comme elle dit, et évidemment, Rand, notre ami le dragon réincarné. Et Rand a deux choix à ce moment-là. Soit il dit rien, parce que c'est très dangereux de dire à quiconque que tu es le dragon réincarné, pour toutes les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, que tout le monde va chercher à lui dire qu'est-ce qu'il doit faire, qu'une bonne partie de la planète va essayer de le tuer. Mais s'il fait ça, Moiraine va embarquer tous ses potes à l'œil du monde. Soit il dit à Moiraine, c'est moi le dragon réincarné, et il va affronter le ténébreux sans entraînement, sans formation, pour l'instant, de ce qu'on a vu, il a utilisé 2 fois le pouvoir. Une fois pour défoncer une porte et une fois pour repousser un Trolloc. Et c'est tout. Moiraine veut qu'il affronte le ténébreux. Je crois que j'ai mentionné dans ma dernière vidéo que c'était un plan moisi. Même une fois que tu sais qui est le dragon réincarné, c'est un plan moisi. Il va voir Moiraine et ils partent ensemble dans la flétrissure vers l'œil du monde. Lan s'aperçoit que Moiraine a dissimulé leur lien. Ce que d'ailleurs, très intelligent. Cette série est très très bien écrite sur plein de choses. Je suis pas contente sur le triangle amoureux à la noix, mais sur plein d'autres choses, je suis très très heureuse. Dans l'épisode précédent, Lan dit à Moiraine, t'as dissimulé notre lien, et on comprend qu'elle peut dissimuler le lien quand elle veut, par exemple, aller voir Siuan et passer une soirée tranquille sans que Lan ait les émotions qu'elle va ressentir dans la tête à ce moment-là. Mais donc, du coup, là, on sait que c'est quelque chose de possible, et ils nous l'ont montré dans un contexte plutôt fun et sympathique. Et là, ils nous le montrent dans un contexte catastrophique, qui est qu'elle a dissimulé leur lien pour pouvoir partir avec Rand, et que Lan et les autres de Deux-Rivières viennent pas avec eux, parce que c'est une mission suicide. En sachant que les autres, à la limite, Nynaeve, Perrine et Gwen, bon bah, voilà. Lan, il est lié à Moiraine, il l'a accepté, il devait choisir. On a vu ce que ça faisait à un champion si son Aes Sedai mourait. Donc là, imaginez-vous dans la tête de Lan, c'est pas une bonne nouvelle. Lan vient voir Nynaeve, Perrine et Egwene qui étaient en train de discuter, et il dit Moiraine a masqué notre lien, et ils se regardent tous et il se fait et Rand, il est où? Et donc évidemment, on comprend qu'ils comprennent tous que c'est le dragon réincarné. Oh, pauvre Rand. Je me sens sincèrement mal pour lui. C'est vraiment pas une bonne chose d'être le dragon réincarné dans cet univers. C'est globalement la pire chose qui puisse arriver. Fin de l'épisode. Excellent épisode. Le prochain va être grandiose. Je le sens. Je l'ai pas vu. J'adorerais l'avoir vu. Mais oh là 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 là. Entre la scène d'intro absolument épique, évidemment la révélation de Rand que j'ai trouvé assez bien construit sur tout l'épisode, parce que c'est intéressant parce qu'on le voit quand il sort des chemins, on le voit pleurer et il semble être un poil plus affecté que les autres. Genre, on voit les autres et tout le monde a les yeux rouges et un peu en choc, mais lui on voit des larmes couler sur ses yeux, et à ce moment-là, la seule chose qu'on a vue, c'est que Ma Xin-Shin lui a dit des choses sur Egwene. Lui a dit en gros, elle t'aimera jamais autant que toi tu l'aimes, et elle va te quitter à nouveau. Ce qui est pas cool, mais bon. Et en fait, on comprend que, parce que ça c'est la première chose qu'il lui a dit, ce que lui a dit ensuite Ma Xin-Shin, c'est tu es le dragon réincarné, tu es le dragon réincarné. Ce qui est globalement la pire chose
Et donc tu comprends mieux, et pendant tout l'épisode, on t'a donné des petits bouts d'éléments de... Ah, genre on te montre la mère biologique de Rand dans l'intro, et on te dit pas c'est la mère biologique de Rand, on te dit juste ah regarde cette Aile particulièrement badass et en train d'accoucher en combattant des mecs avec des lances. Et cette scène est tellement classe. Et on te dit pas parce qu'on voit Tam que plus tard, mais pareil, c'est-à-dire qu'elle est rousse, elle lui ressemble un petit peu. Excellent choix d'actrice d'ailleurs. Ouais, il y a toute l'histoire de Dragonmount. Je sais ce que vous vous dites sans doute, surtout les gens qui n'ont pas lu les livres. Pourquoi est-ce que Rand il a fait un oh je reconnais cette montagne dis donc, si il était là que quand il était tout petit bébé. Il y a une explication que je peux pas vous donner, mais il y a une explication. C'est pas juste qu'il s'en souvient de quand il était bébé. Hein. Il y a une vraie explication qui a du sens. Ouais, il y a tout un tas de trucs. Je sais pas, j'arrive pas à savoir si c'était évident pour les téléspectateurs qui avaient pas lu le livre que c'était Rand depuis le début. Moi, je voyais tous les trucs, la porte, évidemment, la montagne, évidemment. Il y avait plein de petits moments. Il y avait plein de petits moments où on te regardait un petit peu de côté en disant tu l'as vu ce signe que c'était Rand le gars. C'était Rand le gars. En tout cas, moi j'en ai vu plein, mais ils ont fait aussi pas mal d'indices pour pointer vers Nynaeve, pour pointer vers Egwene un petit peu. Je sais pas, ça me semblait assez évident que Perrine, ce qu'il avait, c'était différent. Et quelque chose qu'ils ont fait dans le dernier épisode et dans celui-là, et j'ai vu des réactions de gens qui semblaient possiblement y croire, ce qui était peut-être ce sera les 5 mélangés, le dragon il est mélangé dans les 5, ce qui est jamais vraiment une option dans les livres, mais j'ai trouvé ça fascinant qu'ils l'aient rajouté en option. D'ailleurs, pour information, Egwene et Nynaeve sont jamais des options non plus dans les livres, puisque seul un homme peut être un dragon réincarné dans le livre. J'ai trouvé ça intéressant aussi qu'ils le rajoutent, ça rajoute des possibilités, parce que je pense que si on avait eu que les 3 gars, ça aurait été plus simple de deviner. J'ai adoré cet épisode. Encore une fois, je trouve que... Je l'ai beaucoup dit dans les vidéos précédentes, mais je trouve le casting excellent. Vraiment, les acteurs et actrices sont assez impressionnants. Il y a des moments où tu sens que la série elle a peut-être pas autant de budget qu'on aurait aimé. Ça c'est peut-être un peu plus faible et tout ça. Mais à chaque fois que les acteurs ouvrent la bouche et disent du dialogue, c'est juste... Moi je suis embarquée dedans immédiatement. Je suis à fond. J'ai beaucoup aimé cet épisode. Je vais retourner voir cette intro 47 fois avant la semaine prochaine. Et le final. Et ensuite il va falloir qu'on attende pour la saison 2. Ouais, je crois que j'ai à peu près tout dit. J'ai l'impression, étrangement, ça fait quasi 1 heure que je parle, mais j'ai l'impression d'être passé vite sur plein de choses. J'ai l'impression qu'on n'a pas assez parlé de Mine, j'ai l'impression qu'on n'a pas assez parlé de Padan Fain. Il n'y a pas grand chose à dire de Padan Fain, il fait que des apparitions occasionnelles, mais c'est vachement important. Enfin, c'est vachement important. C'est vachement intriguant qu'il soit là. Et on se demande ce qu'il veut, on se demande comment il est passé dans les chemins, on se demande comment il arrive à les suivre. C'est pas comme s'ils annonçaient à tout le monde « Hey, on va passer par là, on va passer par là ». Comment est-ce qu'il les a suivis dans les chemins? Comment ils savaient qu'ils allaient dans les chemins? Il y a tellement d'éléments. Ouais, j'espère que vous appréciez la série autant que moi, parce que moi, je kiffe ma vie. Juste une petite information par rapport à la vidéo de la semaine prochaine, ou à l'épisode de la semaine prochaine. Amazon a eu la très mauvaise idée de décider que leur dernier épisode de La Roue du Temps serait diffusé le 24 décembre. Ça marche pas beaucoup pour les gens qui, comme moi, font des vidéos qui sortent quelques jours après les épisodes, puisque je prends un peu de vacances. Et du coup, je pense que mon avis à chaud sera plutôt un avis un peu plus froid, parce que je m'éloigne de chez moi et j'aurai pas mon ordinateur et mon matériel en face de moi pendant quelques jours. Donc je pense que ma vidéo sur le dernier épisode de cette saison sortira 1 semaine après l'épisode. Désolée. Elle sera possiblement plus longue parce que j'en profiterai pour faire un retour sur la saison au complet. Et je pense que je sortirai une vidéo aussi juste après pour parler de l'adaptation et des livres et de spoiler les livres et de dire ce que je pense qui va arriver dans la saison 2 avec les connaissances des livres. Et voilà, donc là, toutes ces vidéos-là, elles sont faites pour que tout le monde puisse les regarder, les gens qui ont lu et qui n'ont pas lu. Mais j'en ferai une spécialement pour les gens qui ont lu et qu'on puisse discuter de 2 choses. Et je sais certaines choses qui vont apparaître. Ça, pour le coup, c'est des leaks. Moi, sur cette vidéo, je ne montre que les choses officielles. Même des moments qui ont été montrés, mais qui n'ont pas été... qui viennent de moments coupés de l'épisode. Mais je sais des choses pour la semaine prochaine. Je suis tellement heureuse. Il y a un personnage en particulier qu'on sait... Il y a une photo qu'a leakée, qu'on sait qu'il va venir. Je suis tellement heureuse. J'ai tellement hâte de voir ce personnage. J'ai une théorie sur ce que va être l'intro de la semaine prochaine. Je vous dirai dans la prochaine vidéo si j'avais raison ou pas. Et si j'avais raison ou pas. Peut-être que ce sera juste
c'est peut-être ce sera juste genre une intro sur Rand avec un peu plus d'informations sur lui et sur les choses. Ce serait logique hein, qu'on passe un peu plus de temps. Jusque-là, ils nous ont fait passer beaucoup de temps loin de Rand pour pas donner trop d'indices sur c'est lui le dragon réincarné. Maintenant qu'on a l'information, on va passer plus de temps avec Rand, c'est obligé. Mais cette vidéo a suffisamment duré. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que comme moi vous avez trouvé vraiment cool? Est-ce que tout le monde a kiffé cette intro? Que je vois pas comment on peut pas kiffer cette intro. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer dans le prochain épisode? Essayez de pas spoiler. Et puis merci encore. Et puis à bientôt sur Univers Fantasy. Bye!